Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours ce soir. La matière porte sur c'est le concept généraux des réseaux. Un cours d'environ un cours de 7 chapitres. Donc, c'est un cours de réseau, concepts généraux des réseaux pour des débutants en réseau. Donc, pour des étudiants débutants en première année, qui viennent de commencer leur première année en réseau et sécurité. Donc là, c'est votre cours de concepts généraux des réseaux. Donc, il s'agit de voir ensemble, de façon générale, des concepts sur le réseau. Et tout au long de ce cours, de cette leçon, nous allons voir en chapitre 1, nous ferons une introduction sur les réseaux informatiques. Une introduction sur les réseaux informatiques. On va parler des généralités sur le réseau. Dans les généralités, nous définirons et donnerons les intérêts des réseaux informatiques. On verra quelques vocabulaires de base liés au réseau. En round 2, on va engager les topologies réseau. On va voir distinguer les topologies physiques, les topologies logiques. En round 3, nous verrons les typologies de réseau, les types de réseau. Dans cette partie, nous verrons les LAN, MAN et les WAN. Nous allons distinguer ces trois principaux types de réseaux, les LAN, MAN et WAN. En grand 4, nous allons aborder l'architecture des réseaux. Au chapitre 2, le chapitre 2 va porter sur les équipements et matériels de réseau informatique. En rang 1, on verra les équipements d'un réseau. Et en rang 2, on va parler du câble Ethernet, principalement la paire torsadée. En chapitre 3, nous allons aborder les modèles de communication en couche. Dans ce chapitre, nous verrons les modèles OSI, les modèles TCP, les modèles OSI et TCP/IP. C'est les deux grands modèles à étudier dans cette partie du cours. En rang 3, nous allons faire une étude comparative des deux modèles. En chapitre 4, le chapitre 4 portera sur la notion d'agressage IP. En rang 1, nous verrons la structure d'une agresse IP, rang 2, l'agressage IP par classe, où on verra les différents types de classes d'agresses IP. En rang 3, on parlera des agresses particulières. Le chapitre 5 va nous permettre d'aborder la notion de protocole, les protocoles. La notion de protocole. En chapitre 6, nous aborderons l'agressage CIDR et la notion et la technique VLSM. En rang 1, nous allons évoquer la notion de sous-réseau. En rang 2, nous évoquerons le principe de déploiement de sous-réseau. En rang 3, nous allons détailler la technique d'agressage VLSM, Variable Length Subnet Mask.
Et enfin, le chapitre 7 sur le routage IPv4. Et en grand 1, nous allons introduire le routage statique, grand 3, routage dynamique. Et en grand 4, les protocoles de routage et protocoles routés. En grand 5, nous verrons quelques cas pratiques. Là, c'est de façon générale la présentation des 7 chapitres de cette leçon. C'est des concepts généraux dont nous allons, ici on n'entre pas trop dans le fond. Le but c'est de vous donner des connaissances, le minimum de connaissances, là, de façon générale, sur le réseau. Après ça, vous aurez des cours plus approfondis sur chaque technique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier chapitre qui porte sur l'introduction. Donc, ici, on va introduire les réseaux. Nous ferons une introduction sur les réseaux informatiques. En chapitre 1, introduction sur les réseaux informatiques, grand en généralité. En petit 1, définition et intérêt des réseaux informatiques. Un réseau informatique est un ensemble constitué de terminaux reliés entre eux à travers les supports de communication et s'échangeant des informations grâce aux protocoles applicatifs qui y sont implémentés. Donc là, c'est une première définition de réseau informatique, défini comme un ensemble constitué de terminaux. Les terminaux ici, ce sont des équipements de terminaison tels que les ordinateurs, les téléphones, tablettes, les serveurs et autres. Donc, ce sont des équipements qui sont directement les équipements les plus proches des utilisateurs du réseau. Quand je parle d'utilisateurs, ici, c'est des hommes qui gèrent le réseau. Les employés d'une entreprise, par exemple, ils auront besoin d'un téléphone pour appeler, d'un téléphone IP, qui est connecté au réseau. Ils auront besoin des PC de bureau, ils auront besoin des tablettes, ils auront besoin donc, c'est tous ces équipements-là qui sont reliés entre eux à travers les supports de communication. Support de communication, donc la liaison n'est pas... Donc, il faut quelque chose qui dit... Il faut un média liant ces équipements-là. C'est ce qu'on appelle support de communication. Ce sont les câbles. Donc, plus bas, on va expliquer ce que sert un support. Nous allons voir les différents types de supports de transmission. Et quand ils sont reliés là, le but c'est d'échanger les informations. On échange des informations, communiquer. Parce que dans un réseau, quand je suis dans mon bureau, j'échange des informations avec mon collègue dans son bureau. Ensemble déplacés, c'est le réseau. Donc ces équipements-là échangent. Les hommes échangent des informations à travers des équipements qui sont connectés. Donc c'est ces équipements-là qui acheminent nos informations de la source à la destination grâce aux protocoles applicatifs qui y sont implémentés, parce que sans protocole, il n'y a rien. Un protocole ici, nous allons voir que chaque service est défini par un protocole. Donc tout ça sera évoqué. Il y a un chapitre consacré au protocole. Un réseau informatique peut aussi être défini comme un ensemble d'ordinateurs reliés via les supports de transmission dans le but de s'échanger des informations. Là, c'est la même explication, c'est une définition encore plus simple. L'intérêt majeur
des réseaux informatiques est la facilitation de la communication entre ses usagers à travers ses ressources matérielles et logicielles. Là, on fait le réseau parce qu'on veut communiquer facilement. C'est ça, faciliter la communication entre les hommes. Dans une entreprise, on veut que chacun reste dans son bureau sans se déplacer et pouvoir passer de l'information à son partenaire, à son boss, à son collègue, à son chef hiérarchique sans pouvoir se déplacer. C'est ça le réseau. Donc, le réseau vient faciliter le travail en entreprise. Un réseau informatique peut servir plusieurs buts distincts. Le partage de ressources, fichiers, applications matérielles, connexion à Internet, la communication entre personnes, courrier électronique, discussion en direct, la communication entre processus, entre des ordinateurs industriels par exemple, la garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information, base de données en réseau, le jeu vidéo multijoueur. Voilà un peu quelques applications, on peut dire quoi. Ce sont les buts des services. C'est quelques-uns. On partage, on communique. Un petit vocabulaire de base. Donc ici, on va voir certains éléments, les concepts, les définitions, vocabulaire de base. Nous allons d'abord une station de travail. C'est quoi une station de travail? Wikipédia définit une station de travail comme une unité fonctionnelle informatique. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Comme une unité fonctionnelle informatique ayant habituellement des capacités de traitement spécialisées et intégrant des organes d'entrée-sortie orientés vers un utilisateur. Une station de travail utilise un ordinateur puissant à plusieurs microprocesseurs reliés à un réseau informatique que l'utilisateur peut utiliser pour le traitement, le stockage et l'affichage de modélisation ou d'analyse complexe grâce à des logiciels multifenêtres. Là, une station de travail, ce n'est pas n'importe quelle machine. On voit que c'est une station, c'est une machine. Bon, c'est une machine, c'est un ordinateur, mais doté d'un certain nombre, doté d'un certain nombre de capacités spéciales, quoi. Donc, on parle d'un ordinateur puissant à plusieurs microprocesseurs reliés à un réseau. Donc, on peut prendre l'exemple d'un serveur. Un serveur peut être une station de travail, pas d'une unité fonctionnelle informatique, habituellement des capacités de traitement et intégrant des organes entrée-sortie orientés vers l'utilisateur. Donc, c'est un ordinateur. Un nœud est une station de base ou alors un équipement d'interconnexion relié à un réseau informatique. Donc, on dit un nœud est une station de base ou alors un équipement d'interconnexion relié au réseau informatique. Donc, les lieux sont des points de connexion. Qui dit point de connexion? Un point de connexion ici, c'est un réseau. C'est un réseau, donc. C'est un point de connexion ici, c'est un équipement du réseau. C'est ça, on les appelle les nœuds, les différents nœuds du réseau. Un serveur est une machine de très grande capacité matérielle, disque dur, RAM et logiciel, qu'il met à la disposition des autres terminaux du réseau afin de faciliter son administration. Donc, un serveur, c'est une machine, mais le but d'un serveur, c'est
le partage des informations parce qu'il a une très grande capacité matérielle. Le disque dur RAM, lui, c'est un équipement qui est suffisamment, qui demande le fait d'avoir besoin d'une très grande capacité est expliqué par le fait que c'est un équipement dont les usagers ont besoin dans le réseau pour travailler. Généralement, tous les logiciels de travail sont dans des serveurs. Donc, ce qui fait que ce serveur a besoin accédé par une multitude d'utilisateurs. Raison pour laquelle ça doit être une machine assez performante pour supporter ces accès. Pour éviter à ce que un service soit bloqué. Donc, un serveur doit être disponible en capacité, que ce soit en capacité matérielle et en ressources logicielles aussi. Un paquet est une partie du message informatique géré au niveau de la couche réseau du modèle en couche OSI. Un paquet est une partie du message informatique géré au niveau de la couche réseau du modèle en couche OSI. Là, c'est clair, hein, parce qu'au niveau, quand on va voir les couches du modèle OSI, nous verrons que quand au niveau de la couche réseau, on parle de paquet. Ça, c'est l'unité d'information. Grande typologie des réseaux. Topologie des réseaux. La topologie d'un réseau décrit la manière dont les nœuds sont connectés. Comment est-ce que ces nœuds-là sont connectés? De façon physique, bien, c'est ça. Comment est-ce que les nœuds sont connectés, c'est-à-dire les équipements. Cependant, on distingue deux types de protocoles. La topologie physique et la topologie logique. Voilà les deux types de topologie. La topologie physique décrit comment les machines sont raccordées au réseau. Décrit comment les machines sont raccordées au réseau. Comment est-ce que les machines sont connectées au réseau. La topologie logique, quant à elle, renseigne sur le mode d'échange des messages dans le réseau. Donc, quand on parle de topologie réseau maintenant, logique, c'est comment est-ce que les échanges s'effectuent. Comment est-ce que les messages sont échangés. Là, c'est logique, le mode d'échange des messages dans le réseau. En topologie physique, les différentes topologies physiques de base sont topologie en bus. Topologie en bus, là ce sont les différentes topologies physiques. Topologie en bus. Premier point, toutes les stations sont reliées à un support commun. Toutes les stations sont reliées à un support commun, c'est-à-dire il y a un support comme ça et toutes les machines s'y trouvent. Problème de partage du support physique, entre parenthèses, collision. Donc, il y a un problème de partage. Voici le schéma. Là, l'entrée ici représente le support. Voilà les différentes stations, c'est-à-dire les équipements qui doivent communiquer. Tous sont sur un support commun. Il y a un problème de partage du support parce que ils sont destinés, la communication se fasse sur un support unique. Donc, il y a un problème qui va passer avant l'autre. Ce qui fait que ici, on évoque la notion de collision. La collision ici, c'est quand deux équipements transmettent au même moment. Donc, il y a collision. Il y a transmission simultanée de données sur un même support, sur un même segment. Transmission lorsque deux équipements transmettent au même moment sur un même segment, au même support. Il y a collision parce que les deux paquets se rencontrent
et il y a arrêt de communication, ce qui fait provoque les pertes d'informations. Donc, un autre problème sur ce type de topologie, c'est du fait que si ce nœud est défaillant, ça va isoler une partie du réseau. C'est-à-dire, si par exemple on déconnecte la machine, il y a un problème ici, là, où on enlève cette machine, ça va isoler l'équipement. Si l'équipement ne sera plus connecté à cette partie du réseau. Donc, ça va isoler une partie du réseau. Ce sont les inconvénients d'une telle topologie. La topologie en étoile. Toutes les stations sont reliées à un nœud central. Le câblage en arborescence est une généralisation du câblage en étoile. Inconvénient, la fiabilité du réseau est conditionnée par le nœud central. Donc, il y a un nœud central ici qui coordonne tout. Toutes les stations passent par là. C'est d'ailleurs la topologie la plus utilisée dans le réseau. Voilà le nœud central. Tout le monde est connecté au nœud central, ce qui fait que si ce nœud est en panne, ça va paralyser. Donc, tout dépend du nœud central. Tout dépend du nœud central. La topologie en maille. Généralisation du cas de deux ordinateurs. Chaque machine est reliée à toutes les autres par un câble. Inconvénient majeur, nécessite beaucoup de câbles. Pour n machines, il faut n facteur de n-1 divisé par 2 câbles. Inusité de nos jours. Donc, inutilisé de nos jours. Inusité. Bon, voilà un peu le truc avec ce type de topologie maillée. Cette topologie maillée, chaque équipement a au moins une connexion avec les autres, donc est connecté à tous les autres équipements. Vous voyez, celui-ci, il a sa connexion là, là et là. Donc, chaque équipement a 3 câbles connectés. Chacun a un équipement pour faire ce qu'on appelle la maille. Donc, c'est une topologie maille utilisée pour faire aussi. Dans ce type de topologie, la topologie maille est utilisée généralement dans les réseaux d'opérateurs pour implémenter la redondance de liens. On pourra aussi implémenter l'agrégation de liens pour rendre le système toujours disponible. Topologie en anneaux. Les stations sont enchaînées les unes aux autres pour former un anneau. L'anneau est unidirectionnel. Inconvénient, si une machine tombe en panne, le réseau est coupé. Solution, un réseau à double anneau. Là, c'est clair. Hein? Voilà le sens. Il y a généralement un sens pour la communication. Voici le sens. Si un équipement tombe en panne, le réseau est coupé. Ça coupe le réseau. Et la communication ici se fait machine par machine, à tour de rôle. Donc, ça suit l'ordre, ça ne peut pas sauter une machine. Donc, ça, c'est la topologie en anneau. La topologie en arbre. Dans une topologie en arbre, il existe un node principal à la tête du réseau. Cet node est lui-même connecté à un autre. Ces N autres sont eux connectés à Y autres. Ces Y autres sont eux connectés à Z autres. Donc,
Je dis, dans une topologie en arbre, il existe un node central, c'est-à-dire il y a une machine centrale, la principale, à la tête du réseau. Cette node est lui-même connectée à N autres. Ces N autres sont, eux, connectés à Y autres hôtes. Ces Y autres sont, eux, connectés à Z autres. Donc, etc. Donc, ça, c'est l'arbre. Tout ça forme l'arbre. L'inconvénient majeur avec cette topologie, c'est que si un câble casse, tous les ordinateurs connectés qui s'y trouvent en dessous sont paralysés. Généralement, pour pallier à ça, on peut faire de l'agrégation de liens et avoir plusieurs liaisons sur une seule machine, sur un seul équipement. On déploie ça généralement on peut déployer ça avec les switches. Généralement, c'est avec les switches et les routeurs. On crée plusieurs liens, au moins 2 liens sur un pour aller vers un même équipement et faire de l'agrégation de liens. Que si un câble coupe, l'autre prend le relais. C'est un peu ça, pour rendre le système disponible. Topologie logique. La topologie logique décrit la manière dont les trames transitent d'un point à un autre dans le réseau. Elle renseigne donc sur le mode d'échange des messages dans le réseau. Dans un réseau en bus et aussi en étoile, la topologie logique employée est Ethernet. Dans un réseau en anneau, on emploie le token RIN, un seul anneau, et la FDDI, double anneau. Réseau à diffusion. Ce mode de fonctionnement consiste à n'utiliser qu'un seul support de transmission. Le principe est que le message est envoyé sur le réseau. Ainsi, toute unité réseau est capable de voir le message et d'analyser selon l'adresse du destinataire si le message lui est destiné ou non. Ça, c'est un type de système de diffusion, c'est-à-dire que dans un réseau de diffusion, on peut envoyer le message et envoyer à tous les autres de ce système. Donc, on diffuse ça sur tous les nœuds. Alors qu'un réseau point à point, une liaison point à point est une liaison entre deux autres uniquement et qui n'est pas conçue pour être utilisée initialement dans un réseau. Il n'y a donc pas de notion native d'adresse réseau des deux zones ni de contrôle avancé de flux. On va utiliser ça dans les liaisons directes avec deux routeurs, par exemple, des liens point à point. Typologie des réseaux. On rentre 3 typologies des réseaux. On distingue différents types de réseaux selon leur taille, en termes de nombre de machines, leur vitesse de transfert des données ainsi que leur étendue. On fait généralement 3 catégories de réseaux. Nous avons les LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, One Wide Area Network. Il faut noter qu'il y a aussi les PAN, Personal Area Network. Les LAN. LAN signifie Local Area Network, en français réseau local. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie, la plus répandue étant Ethernet. Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple. La vitesse de transfert de données d'un réseau local peut s'échelonner entre 10 mégabits par seconde pour un réseau Ethernet par exemple et 1 gigabit par seconde en FDDI ou Giga Ethernet par exemple. La taille d'un réseau local peut atteindre jusqu'à 100 voire 1000 utilisateurs, donc au plus.
1000 utilisateurs. Au max 1000 utilisateurs. Bon, ici, tout part du LAN, hein, parce que déjà, les LAN sont déjà des réseaux d'entreprise. Donc, sa limite est vraiment, c'est délimité. La distance d'un LAN peut atteindre au maximum 1 kilomètre. 1 kilomètre. Au-delà de ça, on va parler, il y a d'un autre type de réseau. Donc, c'est généralement le réseau d'une entreprise. Vous voyez que le nombre total, en termes de taille du réseau, ça peut atteindre 100 voire 1000 utilisateurs. En petit 2, les MAN. Les MAN, Metropolitan Area Network, interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches, au maximum quelques dizaines de kilomètres, c'est en termes de distance, à des débits importants. Ainsi, un MAN permet à deux nœuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens haut débit, en général en fibre optique. Qu'est-ce qui se passe? Un LAN, étant donné qu'un LAN, dans un MAN, on trouve des LAN. Donc, on ne peut pas parler de MAN sans les LAN. Donc, au départ, on a les LAN. Maintenant, l'interconnexion de ces LAN forme le MAN. Lorsque la distance atteint les dizaines de kilomètres. Donc, c'est ça, tout part de LAN. Donc, c'est hiérarchisé en fait. C'est hiérarchisé. Ce qui fait que quand il y a une telle interconnexion, nous communiquons. La communication d'un LAN à l'autre se fait comme si nous appartenions à un même réseau. Ça, la puissance. Les WAN. Un WAN, Wide Area Network, réseau étendu, interconnecte plusieurs LAN à travers de grandes distances géographiques. Les débits disponibles sur un WAN résultent d'un arbitrage avec le coût des liaisons qui augmente avec la distance et peuvent être variables. Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de choisir le trajet le plus approprié pour atteindre un nœud du réseau. Le plus connu des WAN est Internet. Donc, le WAN, c'est la plus grande étendue, la plus grande étendue, quoi. Parce que le WAN, c'est le plus grand des réseaux, des types de réseaux. Parce que dans un WAN, on va voir les LAN, les MAN, tout ça, c'est dedans, mais sur des distances vraiment très élevées. Un WAN va permettre d'interconnecter vraiment le monde entier. Avec le WAN, le plus connu, c'est Internet. Vous savez bien, avec Internet, tu peux atteindre n'importe qui dans ce monde. Grâce à Internet, c'est le plus grand des réseaux. Architecture des réseaux. Bon, pour récapituler cette partie de typologie de réseau, je n'ai pas parlé de PAN, P-A-N, qui signifie Personal Area Network. Tout part de là, parce que déjà, entre toi, utilisateur, déjà, entre ton ordinateur et ton téléphone, tu peux déjà faire un PAN. Un PAN peut permettre à connecter ton téléphone à ton ordinateur à travers soit le Bluetooth, soit le câble, le cordon du téléphone par USB, par exemple. Donc, on peut connecter via Bluetooth ou via le cordon USB. Là, on va parler de PAN. Avec ce PAN, tu peux déjà partager une photo ou un fichier comme ce cours-ci
entre le téléphone et l'ordinateur. Donc, tu peux prendre ce cours dans l'ordinateur et le mettre on peut prendre le cours dans l'ordinateur et le mettre dans le téléphone et vice-versa. Donc, une fois que tu as pris un cours, peut-être tu l'as pris dans ta machine ou dans ton téléphone et introduit dans la machine. Là, c'est un pan. Nous sommes dans un pan. Maintenant, considérons que la machine est connectée au réseau local de l'entreprise. Ce même fichier peut être partagé à un autre utilisateur du même réseau qui est dans son bureau. Donc, je prends le même fichier, je balance la salle, je suis déjà dans le LAN. Maintenant, cet utilisateur peut utiliser le même fichier et l'envoyer à un utilisateur dans un autre réseau distant de moins de 10 km. On va parler de MAN. On va parler de MAN. Donc, il prend là, il balance ça là, il sort déjà de son réseau. Ça, c'est bien. Il sort déjà dans son réseau pour aller attaquer un autre réseau. On va parler de MAN. Maintenant, l'utilisateur qui reçoit là peut balancer ça à quelqu'un sur Internet. On va parler de WAN. Donc, vous voyez que tout est hiérarchisé. C'est ça un réseau en fait, jusqu'à atteindre le WAN qui est le plus grand des réseaux. En 4, architecture des réseaux. Il existe 2 modes de fonctionnement des réseaux. Le premier, c'est le client-serveur dans lequel un ordinateur central fournit des services réseau aux utilisateurs. Exemple, les serveurs FTP. Donc, dans le client-serveur, il y a le client et le serveur. Le serveur, c'est l'équipement central, l'ordinateur central qui fournit des services aux autres qu'on appelle clients. Il y a le poste à poste ou égal à égal, en anglais peer-to-peer, dans lequel il n'y a pas d'ordinateur central et chaque ordinateur a un rôle similaire. Exemple, du partage de fichiers sur Windows. Présentation d'un système client-serveur. De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client-serveur. Cela signifie que des machines clientes, des machines faisant partie du réseau, contactent un serveur, une machine généralement très puissante en termes de capacité d'entrée-sortie qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion. Voilà déjà ça. Donc, vous verrez que dans un tel système, il y a toujours les serveurs et les clients. Le serveur et les clients. Le serveur a ses caractéristiques. C'est une machine spéciale qui a de très puissantes capacités. Donc, et les clients ont toujours besoin du serveur pour travailler. C'est ça. Tout le monde doit se connecter au serveur. Les services sont exploités par des programmes appelés programmes clients. Donc, dans un type, il y a des programmes clients s'exécutant sur les machines clientes. Oui, on parle ainsi de clients. Client FTP, client de messagerie. Lorsque l'on désigne un programme tournant sur une machine client, là, on parle de client lorsque l'on désigne un programme tournant sur une machine cliente capable de traiter des informations qu'il récupère auprès d'un serveur. Dans le cas du client FTP, il s'agit de fichiers, tandis que pour le client de messagerie, il s'agit de courrier électronique. Je m'explique. Dans le système client-serveur, on a dit au niveau du client, du serveur, il y a les services. Chaque service a un protocole qui implémente un service. Qui implémente un service.
qu'on va dire par exemple client le service FTP. Donc on va dire serveur FTP. Maintenant, il y a son application au niveau du serveur. Ça, c'est l'application principale sur le serveur. Maintenant, à côté de cela, il y a les programmes clients. C'est-à-dire que les outils et les applications qui utilisent les autres machines pour communiquer avec le serveur. Donc, il faut déjà, c'est pour cela qu'on parle de protocole. Donc, les deux applications doivent s'entendre, doivent utiliser le même langage. C'est ça. Donc, le langage doit être commun. Bon, si on est dans un service FTP, on aura au niveau du serveur un serveur FTP et chez le client, on aura le client FTP. Les deux peuvent communiquer. Avantage de l'architecture client-serveur. Le modèle client-serveur est particulièrement recommandé pour des réseaux nécessitant un grand nombre de fiabilité. Ses principaux atouts sont des ressources centralisées. Étant donné que le serveur est au centre du réseau, il peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données centralisée afin d'éviter les problèmes de redondance et de contradiction. Une meilleure sécurité car le nombre de points d'entrée permettant l'accès aux données est moins important, donc c'est sécurisé parce que on sait là où il y a le problème, la partie, on sait où on doit prendre soin. C'est au niveau du serveur. Donc la sécurité doit être accrue au niveau du serveur. On ne blague pas au niveau du serveur. On va implémenter, faire tout pour que le serveur soit sécurisé, disponible et sécurisé. Une administration au niveau du serveur. Les clients ayant peu d'importance dans ce modèle, ils ont moins besoin d'être administrés. Donc, tout se fait sur le serveur. On doit administrer, l'administration est distante même et se réalise au niveau du serveur. Un réseau évolutif. Grâce à cette architecture, il est possible de supprimer ou rajouter des clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modification majeure. C'est d'ailleurs l'architecture la plus utilisée à l'heure actuelle. Inconvénient de l'architecture client-serveur. L'architecture client-serveur a tout de même quelques lacunes parmi lesquelles un coût élevé dû à la technicité du serveur. Oui, on doit beaucoup travailler sur le serveur. Un maillon faible. Le serveur est le seul maillon faible du réseau client-serveur. Donc, si le serveur est en panne, là, tout coupe, il n'y a plus rien. C'est pour cela qu'on fait tout et tout pour implémenter les systèmes de redondance de service, tout ça, on met pour que le service, donc on fait tout pour que le serveur soit toujours disponible. Étant donné que tout le réseau est architecturé autour de lui, heureusement, le serveur a une grande tolérance aux pannes. Oui, il faut ça, tolérance aux pannes, notamment grâce au système de RAID. Bon, c'est la fin du chapitre. On va arrêter là pour ce soir. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Hein. Comme c'est un cours, vous pouvez entrer vos différentes questions en commentaire. Donc, si vous n'avez pas compris un concept, une explication qui vous échappe, vous aimerez de plus amples explications, n'hésitez pas à poser en commentant. Donc, le commentaire est là pour ça. Vous pouvez commenter en posant des questions. Je serai disponible à répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention et à la prochaine.